Merci à vous de cet accueil. Merci au projet Vauban. Quelle promesse de s'appeler projet Vauban, c'est-à-dire que c'est à la fois la liberté et l'organisation spatiale et l'efficacité. J'ai envie de rebondir par rapport à cette problématique de la liberté comme source de souveraineté ou de l'articulation entre liberté et souveraineté sur les propos qui m'ont précédé. Vous avez rappelé une chose évidente à mes yeux, c'est que la liberté, fait le lien entre la prospérité et la dignité. C'est la dignité, qui est vraiment une conquête civilisationnelle, ça commence à peine chez les Grecs, et puis c'est vraiment ensuite dans le droit romain, la culture judéo-chrétienne, on le retrouve de façon très très forte aussi dans les Lumières, etc. C'est-à-dire que l'être humain est une personne. Cette personne n'existe dans sa plénitude que dans sa capacité de choix. La liberté, c'est la source de la création, et que c'est ce qui nous distingue des autres espèces animales. N'en déplaise aux antispécistes. J'ai un chat formidable, il s'appelle Napoléon, il est castré, j'ai castré Napoléon, ne le dites pas à Éric Zemmour surtout, mais il est formidable, mais il n'est pas face à des décisions qui rompent le cycle, soit de la reproduction, pour lui c'est réglé, soit de l'alimentation et de l'adaptation à son environnement. Toutes les espèces, à commencer par le blob, s'adaptent à leur environnement et se reproduisent. L'être humain ne fait pas que ça. L'être humain, il fait des ruptures par la culture, par les arts, par la politique. Donc l'être humain n'existe que dans sa capacité à choisir et à ne pas s'inscrire que dans une continuité naturelle. Donc toutes les entraves à la liberté sont une atteinte à la condition humaine. Et donc sont une entrave au génie, à l'invention, à ce qui nous distingue l'être humain. Il invente la science, il peint les grottes de Lascaux, et il se réunit parce que l'homme est un loup pour l'homme. Donc la liberté, oui, c'est la force centrale de l'émancipation, de la réalisation, de la prospérité, de la création de valeur, de la création de richesse et de la dignité. La dignité de l'homme, ce n'est pas d'aller dans un guichet. La dignité de l'homme, c'est de créer des projets, hommes inclusifs de femmes, parce que c'est vrai que j'ai oublié qu'on était au XXIe siècle, je suis un vieux monsieur. Donc, c'est de faire des projets. Et il me semble que lorsqu'on s'engage dans la vie publique, on se doit de rechercher le bien commun, et que ce bien commun ne peut pas passer par une vision paternaliste, qui est la forme la plus insupportable de la tyrannie, quoi. Et c'est ce que l'on entend tous les jours, papy, mamie, la bûche de Noël, le sapin mais pas les boules, enfin tout ce qu'on a vécu là pendant 18 mois, et malheureusement depuis plus longtemps que ça d'ailleurs. Donc là-dessus, oui, vous parlez de façon inductive de votre parcours, mais on a tous dans nos parcours de vie des exemples, à tous les sens du terme. Et moi, je pense à ma grand-mère maternelle, d'œuf gamin, elle bossait à l'usine, mais il ne venait même pas à l'esprit d'aller demander, d'aller quémander ou de se plaindre. Et l'obsession, c'était que les enfants soient bien éduqués, qu'ils aient des principes, qu'ils puissent s'en sortir. C'est comme en sport. En économie, dans la vie, on ne peut pas être performant en se dopant à l'argent public. C'est comme si on disait, je le disais récemment, que c'est ce qui se passe aujourd'hui avec l'argent public. Regardez la croissance. On a un PIB qui a chuté, puis rebondit, c'est logique, et on va être à 6,2, 6,3, 6,4 de croissance, formidable. Ces 6,2, 6,3 de croissance de PIB, donc de somme des valeurs ajoutées, c'est en comptabilité publique, chiffre d'affaires moins consommation intermédiaire égale valeur ajoutée, vous faites la somme, ça fait le PIB. C'est la richesse produite sur le territoire. Eh bien, cette somme-là, donc, on va reprendre entre 6 et 7 points, 6,4 apparemment, ou 6,2 de croissance. Ça reprend la moitié des seules aides publiques pendant la crise Covid de l'État aux entreprises, qui représentaient 12 points de PIB, 234 milliards d'euros. Et on devrait s'esbaudir et dire, mais c'est merveilleux, regardez, on a 6% de croissance, c'est génial. C'est de la perfusion totale. Alors, le différentiel, c'est quoi? C'est le déficit commercial, qui bat des records, alors que, y compris en période de perte d'activité, on a augmenté le déficit commercial, c'est la première fois que ça arrive. Et puis c'est l'épargne.
Parce que le Français, il n'est pas idiot, il dit tiens, je ne vois pas trop clair, donc ceux qui peuvent, ils épargnent. Donc là-dessus, et je crois qu'il est extrêmement important de dire que le progrès, le terme qui a été galvaudé, la croissance, la prospérité, ne peut se faire que par l'émancipation et par le fait de s'aguerrir. Et ce qui est vrai pour un individu est vrai aussi pour un peuple, une collectivité. Il faut s'aguerrir, il faut galérer, il faut avoir des adversités, des échecs. Et si vous arrivez tout d'un coup à diriger une grande entité ou un pays sans ne vous être jamais aguerri, n'avoir jamais pris de risque, de décision, eh bien vous êtes complètement à côté de la plaque. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez beau être intelligent, penser au sens de l'État, honnête, je ne mets pas du tout en cause la probité, l'intelligence et même le dévouement de ceux qui nous dirigent. Je pense que si on n'a pas eu les aspérités de la vie, les échecs, d'avoir pris des décisions et de savoir recruter, se séparer de quelqu'un, c'est qu'il y a de plus difficile dans le privé comme dans le public, partout, tout le temps. Eh bien, on a du mal à diriger le groupe, donc on tombe dans le marketing, dans les effets d'annonce, dans le paternalisme, on infantilise les gens, etc. Le deuxième élément, il est lié, et donc c'est comme je disais tout à l'heure, en sport, ben, si vous voulez avoir une bonne, je sais pas moi, vous avez un gamin, vous lui dites qu'il fait du triathlon, eh bien soit vous lui dites de s'entraîner, et puis il va se réaliser comme ça, il va échouer, il va réussir, soit vous lui donnez l'adresse d'un mec qui va le doper, quoi. Ben, en économie, c'est pareil. Et à un moment, le dopage, on le paie. On le paie dans notre santé. Eh bien, le dopage d'argent public, on va le payer très cher. Soit par de l'inflation, soit par une hausse des taux d'intérêt. En tout cas, on va le payer très cher un jour ou l'autre. C'est une évidence. Il y a une telle distorsion entre l'offre et la demande de modé. C'est une évidence, cela arrivera. Le deuxième élément, en écoutant Charles Consigny, toujours avec beaucoup de plaisir, et comme on peut toujours admirer un esprit qui a la liberté d'être et de parler et de raisonner en honnêteté intellectuelle, c'était cette école de Château-Chalon. Alors, moi, je vais vous dire pourquoi elle a fermé cette école de Château-Chalon. Non pas parce que le village est appauvri, Château-Chalon, c'est un village riche. Il y a des gouttières en cuivre à Château-Chalon. Moi, c'est comme ça que je vois les villages riches et les villages pauvres. C'est pas du zinc, c'est du cuivre. C'est magnifique, Château-Chalon. On y vendange en rappel dans certaines parcelles, chez Berthet-Bondé. Pourquoi il n'y a plus d'école à Château-Chalon et ça devient un musée? Il y a des gamins, il y a des familles qui sont installés, il y a des jeunes viticulteurs. C'est parce qu'en fait, il y a eu un schéma. Et ce schéma, il a fait que l'école, elle doit être intercommunale, elle doit être à Voiteur, qui est en bas de Château-Chalon. Pas très loin de Lons-le-Saunier, où j'ai travaillé. Et dans le Jura. Donc j'ignorais qu'on avait... Alors moi, je n'ai pas d'origine jurassienne, moi, je suis méditerranéen. Et donc, c'est exactement, on est au cœur de la problématique, c'est-à-dire que nous sommes dans un système de logique inversée. On a inversé la charge de la preuve, tiens, pour parler comme un avocat. C'est-à-dire qu'on estime que c'est une entité au-dessus, l'État, qui crée le bien et la richesse. Tous les pays ne raisonnent pas, tous les peuples ne raisonnent pas comme ça. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre nous ne raisonnons pas comme ça, heureusement en France, hein, tout ça est très contradictoire. Et on le voit très bien, c'est-à-dire qu'il y a eu des lois de décentralisation en 82, 83, les lois Defferre, mais à chaque fois, on nous a dit qu'on supprime la tutelle, mais ensuite, toute la machine remet un régime d'autorisation. C'est-à-dire qu'on a supprimé la tutelle, mais en fait, on a créé un régime d'autorisation. Nous sommes la République des CERFA. Nous sommes la République des autorisations a priori. Et ça s'est fait avec un phénomène, et ça, je veux vraiment je pourrais vous dire plein d'exemples là-dessus. Je vais vous donner des exemples, et puis je vais revenir au phénomène. Dans ma commune, je vous épargne les trucs sur le Covid, mais j'ai un problème de déchets. Donc, une fois tous les 2 ans, en plus Cannes, ça fait riche, ils n'ont toujours pas compris que c'est une commune pauvre, qu'on avait des vrais gens, des logements sociaux, enfin, je ne cesse de le dire, il suffit d'y vivre, on a des problèmes d'ordre public comme partout, etc. Mais on a encore des gens qui viennent pour le luxe, et tant mieux, parce que je préfère répartir la richesse que répartir la pauvreté. Donc, on a un problème de déchets. Et comme on est dans un système un peu soviétique, en fait, on n'est pas dans du libéralisme, on est dans un système d'entente avec une entreprise qui s'appelle Veolia, on salue peut-être des actionnaires ou des salariés, qui est une entreprise très performante, mais qui a le monopole des déchets.
dans le coin avec ses filiales directement. Donc, comme il y a monopole et qu'il y a convergence d'un profit capitalistique et d'un système public, on surpaye complètement le traitement des déchets. Mais on le surpaye beaucoup par rapport au Jura, tiens. On surpaye beaucoup. Donc, et puis en plus, comme ces cannes, on nous fait la morale, donc de temps en temps, il y a un four à l'incinérateur qui pète, ou il y a un problème d'exutoire, donc on est obligé d'exporter nos déchets, exporter c'est hors du département. Et de en fait les gros yeux, regardez les déchets des salauds de riches de Cannes, qui prennent des bains de champagne avec des stars, alors que ça n'arrive que très peu finalement. Sont exportés, alors, soit à Septem-le-Vallon, dans les Bouches-du-Rhône. Une fois, c'était dans les Hauts-de-France. Donc, c'était les pauvres ch'tis que je salue, qui récoltaient les déchets et tout. Dégueulasse, quoi. Donc, ça m'a énervé. Donc, je suis allé voir le préfet, la DREAL, le DDTM, enfin, tous ces gens formidables. Et j'aurais dit, écoutez, moi, c'est simple, je vais essayer de faire du déchet une ressource. Donc, j'ai essayé de comprendre, j'ai beaucoup travaillé sur les déchets, 85 000 tonnes. J'ai compris comment on revendait, donc comment on le valorise en matière, être entrepreneur des déchets, quoi. On va faire de la rudologie, un terme. Donc valorisation matière, valorisation énergétique, et à partir des déchets de la restauration, on va faire une usine de méthanisation, on va faire l'hydrogène par électrolyse, etc. Et puis un réseau de chaleur, donc on fait des trucs en biomasse, et il faut de l'incinération. Donc je suis allé voir ce qui s'était fait au Danemark. Alors, je ne suis pas allé, hein, j'ai consulté. Et je n'ai pas dit la boîte, hein, vous savez qui paye mal ses impôts là. Et donc là-dessus, on a fait un projet. Je suis allé voir le préfet qui est très bien, qui m'a dit que c'est très intéressant. Et puis en fait, depuis, je me bats, j'investis, je ne demande pas d'argent. On a un financement. On a réduit la dette de la ville de 65 millions d'euros maintenant en 7 ans. Enfin, et en fait, on crée notre économie autour du déchet. J'ai réussi, j'en ai parlé aux habitants, je dis voilà l'endroit où on le fera, c'est accepté, parce qu'il n'y a rien de mieux que la délibération locale, quand on parle de raisons critiques, on veut le plus, le moins. Et aujourd'hui, je ne peux pas le faire, parce que pour l'instant, mais on va y arriver, hein, on aura perdu 10 ans, mais il faut que cette unité qu'on veut faire soit en phase avec les règles d'urbanisme, ce qui est normal, avec le code de l'urbanisme, soit en phase avec le code des propriétés industrielles, etc., soit en phase, on va rester dans la matière d'urbanisme, avec le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable, qui est opposable, qui lui-même doit être en phase avec le SCOT, le schéma de cohérence et d'organisation territoriale, qui est au tribunal administratif depuis des années, qui lui-même donc, est opposable au PLU, plan local d'urbanisme, qui a remplacé le POS, vous connaissez, mais qui doit s'inscrire dans ce que je vous dis est rigoureusement vrai, hein, ce qui doit s'inscrire dans le respect de la DTA, Directive territoriale d'aménagement, qui elle-même ne peut être changée que par décret. Et depuis les lois NOTRe et autres, on nous a ajouté la nécessité de respecter le SRADET, qui est le schéma régional d'aménagement et de développement des équipements territoriaux. Enfin, je ne sais plus si l'acronyme signifie ça, mais c'est un truc dans le genre. Et donc là-dessus, il y a toujours quelqu'un qui s'y oppose, qui demande une contre-expertise, qui demande des études 4 saisons. Alors ça fait un peu nom de pizza, mais ce n'est pas le cas. C'est des études 4 saisons, et qui, comme son nom l'indique, durent 1 an. Et donc, pour voir s'il n'y a pas une incidence sur l'environnement, on fait ça dans un endroit où, objectivement, enfin, je ne pense pas qu'on y trouve des espèces rares, mais en tout cas, et donc, voilà ce que l'on vit. Donc, il y a une schématisation. Moi, je sais que si j'ai le temps, j'écris un roman qui s'appellera Le Schéma. Parce que, et ça renvoie à ce que vous disiez tout à l'heure, Charles. C'est-à-dire que c'est ce qui caractérise, ensuite je vous parlais du défaitisme que vous avez, ou de la résignation, je ne sais plus quel est le terme, le renoncement, que vous avez évoqué. C'est-à-dire que, au lieu de créer de l'ordre spontané, Raymond Boudon a beaucoup écrit sur l'ordre spontané. En fait, on veut tellement faire le bien qu'on essaie de tout écrire, de tout chapeauter, de tout prévoir. On voit bien d'ailleurs dans l'évolution législative. Regardez un texte de loi écrit il y a 50 ans, regardez aujourd'hui un texte de loi. Vous voyez que c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus empoulé, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc là-dessus, on brime la prise d'initiative, on l'empêche quasiment, on la bloque. En tout cas, on la rend beaucoup plus longue, beaucoup plus chère. Et c'est ce qui caractérise
un système qui est anti-liberté, c'est que la modalité devient une finalité. Chacune de ces modalités, au départ, elle est logique. On dit, mais oui, mais c'est mieux de contrôler qu'il n'y ait pas d'incidence sur la consule bulbeuse, qui est une fleur, machin, ou sur la grenouille, je ne sais pas quoi. Et moi, je suis très attaché aux grenouilles, aux consules bulbeuses, vraiment. Non, mais sincèrement. Et ça devient, ensuite, ces modalités deviennent des finalités. Et les personnes qui ensuite traitent ces dossiers, qui sont des gens bien, oublient ce qu'ils font, n'ont plus aucun sens dans leur mission, n'existent que par leur capacité à montrer l'article, du sous-article, du règlement, etc. Et comme il y a une offre, et ça se retrouve quantitativement, pas que dans des témoignages inductifs. Nous avons aujourd'hui, source Conseil d'État, 320 000 normes qui nous concernent en France, c'est-à-dire texte de loi ou texte réglementaire. C'est une augmentation de 50% en 19 ans. Nul n'est censé ignorer la loi, mon cher maître. Nul n'est censé ignorer la loi. Et donc là-dessus, si vous réconciliez la liberté, c'est-à-dire ce que j'exprimais tout à l'heure, la dignité, la capacité de choisir, de faire, on n'existe que lorsque l'on fait des choses. On est digne lorsque l'on fait, lorsqu'on a la capacité de se projeter, d'espérer. C'est ce qui nous distingue de mon chat Napoléon. Eh bien, on doit, là-dessus, on ajoute à ces difficultés, donc, cette espèce de folie administrative, ouais, c'est comme ça que j'avais écrit mon texte, mais que l'on rencontre tout le temps, partout. J'ai vendu mon dernier commerce en novembre 2016. Petit commerce. Moi, mon père était footballeur et ma mère était danseuse étoile. Autodidactes, ils sont toujours vivants, ils sont formidables, ils sont très discrets, c'est des gens très bien. Ils ne se sont pas posé la question, comme il n'a pas fait d'études, il fallait qu'ils se démerdent. Il fallait qu'ils se débrouillent. C'est-à-dire qu'on ne se posait même pas la question, il fallait vivre, quoi. Donc ils ont monté des commerces et j'ai grandi là-dedans, j'ai repris, il y a eu des difficultés, de la prospérité, etc. Mes dernières relations avec l'administration, ça n'a pas été de dire bravo, vous avez eu des commerces, votre mère a bossé jusqu'à 80 ans, ne coûte rien à la collectivité, elle ne touche aucune retraite que de commerçant. Ça a été de dire vous devez acquitter tel truc, ce qui est normal, on paye nos impôts, on en paye beaucoup, mais pourquoi pas si on a un bon service public, c'est un autre débat. Et non, la dernière lettre que j'ai reçue, et c'est ce qui nous a convaincus de vendre ces derniers commerces, puis moi j'avais plus le temps, j'étais devenu maire, c'était une lettre de l'inspection du travail, enfin on dit plus comme ça, on dit la directe, qui, pour la 4e fois, une lettre très longue, nous demandait, donc on disait qu'ils allaient venir vérifier les extincteurs dans le magasin, tout petit magasin. Il n'y avait plus de salariés, c'était à la fin, c'était juste pour sortir un revenu pour mes parents. Et qui nous demandait donc, il fallait qu'il y ait des toilettes avec, et je vous jure, ce que je vous dis est rigoureusement vrai, hein, il faut qu'il y ait un verrou à l'extérieur et à l'intérieur. J'ai jamais compris pourquoi il fallait 2 verrous. Et donc qu'il fallait un placard à clé pour les employés. Donc on n'avait plus d'employés. Et donc il n'y avait pas de placard à clé, il n'y avait pas la place. Voilà. Et là on s'est dit stop, basta, cosy, on a trouvé un type, quelqu'un qui nous a racheté le fonds de commerce à un bon prix, etc. Donc, ce qu'on vit, moi, ce que je vis dans une mairie, je l'ai vécu en entreprise, j'ai vécu dans d'autres entreprises aussi, dans lesquelles j'ai travaillé, et c'est d'oublier les finalités des choses. Ça, c'est quelque chose qui caractérise la technostructure. Et ensuite, on a, dans l'engagement public, les 2 travers, qui sont ceux, une fois qu'on est lucide sur le constat de déclin, parce qu'il y a ceux qui nient encore le constat, qui pensent qu'il n'y a pas de déclassement. Alors déclin, j'aime pas trop le terme parce qu'il est connoté, mais il y a un déclassement éducatif qui est le plus grave des problèmes de la France. Voilà, c'est pas une vue de l'esprit, c'est un déclassement dans le temps et dans l'espace, les classements de PISA, etc. Il y a un délitement régalien, indéniable, et on n'y répondra pas avec du théâtre. Hein, donc il y a au théâtre à Marseille, et puis au théâtre là, enfin, à chaque fait divers. On y répondra avec du sens de l'exécution des choses, de la vérification, de l'évaluation, de la correction, voilà, comme on fait partout dans nos vies. Et donc, il y a évidemment un déclassement industriel. Je le répète, on était au niveau de l'Allemagne une 30aine d'années, sauf sur les machines-outils. On est passé derrière l'Allemagne. Ensuite, on est passé derrière l'Italie depuis 15-20 ans. Et maintenant, en industrie manufacturière, on est à 10,3% du PIB, c'est-à-dire qu'on vient de passer derrière l'Espagne. Voilà. Et donc, il y a tous ces déclassements scientifiques. On l'a bien vu pendant la crise Covid. On était les champions du monde des vaccins, encore pour H1N1, c'est pas vieux, hein, il y a 13 ans. Alors, on a été en 3e division des vaccins. Et je pense qu'on aura notre vaccin quand on sera passé au Covid 34. Quoi. Et donc, là-dessus, il y a ceux qui sont encore dans le déni, qui disent « mais non, mais c'est pas vrai, vous êtes des défaits, machin ». Enfin,
Et puis ensuite, il y a ceux qui sont lucides. Et là, on revient à Marc Bloch, l'étrange défaite. Il y a deux travers. Il y a le lucide qui se dit parce qu'on a tout pour rebondir. La France peut être un Eldorado. Hein. On a, par nos infrastructures, par notre histoire, par nos paysages, par la force de la géologie, de la géographie, par la créativité. Ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure. On est un peuple créatif. On a des grandes entreprises. On a des très belles PME. Le problème, c'est les ETI. On a un problème de capitalisation. Il y a des choses très simples à faire pour avoir... On ne peut pas prospérer sans capital et travail. Hein. C'est les deux facteurs de production. Donc il faut agir sur le capital et sur le travail. Et donc, si vous voulez, on pourra évoquer des solutions concrètes, mais là-dessus, il y a un travers, c'est bien effectivement le fatalisme, de se dire, bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on peut y faire et puis les autres, ils feraient pareil, et puis c'est tous les mêmes, et puis ça ne changera rien. Et ça, c'est terrible, parce que c'est comme la nostalgie, c'est une douce mélodie qui décourage, hein, et puis il y a l'autre... Et puis, il y a l'autre travers, c'est le révolutionnarisme. Il n'y a qu'à Faucon. Et on voit très bien, c'est Raymond Aron, j'utilise souvent cette expression, je la trouve très forte, comme souvent ce que disait Raymond Aron d'ailleurs, qui disait « je déteste autant le révolutionnarisme et le conformisme ». Et aujourd'hui, on a ça. On a un affrontement, je trouve, dans la dialectique. C'est pour ça que moi, j'ai refusé depuis des mois. Je dis qu'on n'est pas condamné à un duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ils ont tous les deux des défauts et des qualités. Vous voyez, là, il ne faut pas être manichéen. Mais je pense qu'il y a une dialectique mortifère entre les deux. Entre quelqu'un qui, en fait, est extrêmement conformiste au pouvoir, mais qui a le sens de l'emphase et du théâtre, et qui donc crée un délitement civique. Parce que, comme il est intelligent, il sent les problèmes. Donc il va communiquer de façon parfois démagogue d'ailleurs. Il va dire voilà le déclin, enfin on l'a vu aujourd'hui sur la sécurité, etc. Mais dans la réalité, il y aura le conformisme total de la technostructure qui remet des couches d'inaptitude et d'incapacité. Et puis en face, le révolutionnarisme qui consisterait d'abord à désigner un bouc émissaire. C'est classique. C'est soit l'Europe, soit l'étranger, soit le patron, vous mettez qui vous voulez, selon vos accointances. Soit effectivement penser qu'on peut faire table rase du passé, ce qui est le début de la dictature. Il ne faut surtout pas faire table rase du passé, il faut transformer ce qui doit être transformé, et puis pour conserver ce qui doit être conservé. Et donc là-dessus, eh bien, la matrice, la force, c'est la liberté. Sauf que la liberté, on peut pas, de même que n'en déplaise à Staline et à ses adeptes, on ne peut pas forcer les peuples à être heureux malgré eux. Ça avait été un sujet que j'avais vu, je me souviens, peut-on faire le bonheur des peuples malgré eux? Ben non, on ne peut pas. Voilà. À chaque fois qu'on a essayé, c'était une dictature, une vraie dictature. Hein. Et donc, de même, on ne peut pas obliger les gens à être libres malgré eux. Donc ça renvoie à la capacité de l'être humain de ne pas sombrer dans l'égalitarisme, dans le confort, et de sacrifier sa liberté pour le confort. C'est quelque chose de très important aujourd'hui dans les débats. On voit bien qu'il y a deux tendances qui s'affrontent en nous, d'abord, individuellement, et dans le peuple français. Et il est vrai que lorsqu'on pense que l'argent facile est open bar, l'argent public, la puce très révélateur, et open bar, on a tendance à devenir un adulte capricieux et à ne plus faire l'effort à demander sa perfusion d'argent public. Donc, la liberté ne sera une source de souveraineté que si, individuellement, on veut s'aguerrir et exprimer cette liberté d'être. Et donc là-dessus, ça passe par l'éducation, ça passe par la culture, par l'indépendance, et par tout simplement un combat spirituel pour refaire du risque une valeur positive, du risque maîtrisé. C'est pour ça que moi je propose très clairement qu'on supprime de la Constitution le principe de précaution. Et que, comme nous le proposions avec François Fillon, pour qui j'ai voté au premier tour, et j'ai fait la même erreur au deuxième, enfin la même erreur, je ne suis pas sûr que ce soit une erreur d'ailleurs, enfin, dans le contexte. Mais le débat entre deux tours nous avait quand même orienté. Mais lui subsidier un principe de responsabilité. En fait, c'est un peu superfétatoire en droit. Et on en revient à la matrice. On a le taux de chômage le plus élevé. On est toujours dans les 3 pays qui ont le taux de chômage le plus élevé depuis 20 ans. On a les prélèvements obligatoires les plus élevés de l'OCDE. On est entre 42 et 47% selon le PIB, du PIB. Impôts et charges, et surtout sur les charges. On a une dette qui désormais est à plus de 110% du PIB.
On a, en période de reprise, entre 500 000 et 1 million d'employeurs qui ne trouvent pas d'employés dans un pays qui a un taux de chômage hyper élevé. Donc, les mots MAUX du pays, on les connaît en réalité. Et pour en sortir, il faut d'abord en avoir conscience, et il faut avoir évidemment la farouche volonté de renverser la table, non pas de faire table rase du passé, mais de renverser la table et de dire que l'être humain doit pouvoir prendre ses décisions. Un maire doit pouvoir ouvrir son école s'il souhaite ouvrir son école. Il n'est pas soumis à un schéma. Il doit pouvoir créer une unité de traitement des déchets et ensuite il rendra des comptes politiquement à ses habitants sur cette école, aux unités de traitement des déchets. Un entrepreneur doit pouvoir prendre un risque et créer une entreprise dans le domaine de la création énergétique aussi, sans se voir avoir cette épée de Damoclès du risque de précaution sur lui, qui pèse encore plus que les charges et les impôts en réalité. Et cela, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'État, plus l'État a prélevé, plus il a dépensé. On a dépassé les 60% de dépenses publiques. Alors, il y a eu l'effet Covid, mais en tout cas, avant le Covid, on était à 56% de la richesse, donc record du monde de la dépense publique, et pourtant totalement défaillant sur le régalien. Totalement défaillant sur le régalien. Et donc, il faut comprendre qu'il y a c'est pas simplement une corrélation, il y a une causalité. Plus l'État prélève, moins il est bon sur ses missions de base. Et ces missions de base, ce sont celles qui garantissent la liberté. Parce que la liberté individuelle n'existe pas sans la responsabilité, n'existe pas sans l'ordre public. Or, un État qui multiplie les normes parce qu'il est dans l'incapacité de sanctionner ceux qui abusent, qui ne respectent pas les règles, mais cet État-là, il crée de l'arbitraire. Et l'arbitraire, c'est le contraire de la liberté. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes se sentent à juste titre victimes d'injustice. Vous faites un excès de vitesse, vous êtes sûr d'être sanctionné vigoureusement. Très bien, c'est normal, ça m'est arrivé. En revanche, votre voiture avec laquelle vous avez fait un excès de vitesse, si elle crame en bas de chez vous parce qu'il y a des incendiaires, eh bien les incendiaires ne seront pas sanctionnés. C'est la réalité quotidienne aujourd'hui en France. C'est une réalité factuelle. Donc l'État défaillant sur le régalien, dans un État de droit, lui-même crée de l'arbitraire, crée de l'incivisme, crée de la désespérance. Et c'est comme ça qu'on concilie la liberté et l'ordre. C'est parce qu'un ordre juste, comme aurait dit Ségolène Royal, elle avait raison, c'est une belle expression, est le garant de la liberté individuelle. C'est pas que la liberté, la sécurité, la première liberté, je ne supporte pas cette formule. Parce qu'avec ça, on peut tout justifier de façon liberticide, justement. Mais c'est qu'un État qui ne sanctionne pas ceux qui trichent, eh bien, multiplie les interdits a priori parce qu'il est incapable de contrôler et de faire sanctionner a posteriori. Et c'est la prime au voyou. Et c'est une des sources essentielles du mal-être en France aujourd'hui. Donc, pour retrouver la souveraineté et la liberté, il faut évidemment engager toutes ces réformes. J'ai ici des personnes qui travaillent avec moi dans la nouvelle énergie. On a essayé de travailler sur l'éducation. Donc, nous, on propose la suppression progressive de la carte scolaire, que les familles disposent du crédit. C'est 82 milliards le budget de l'éducation nationale en France. Du crédit d'État correspondant au coût de leur enfant et décident d'affecter leur enfant où ils le veulent, avec de vrais services d'orientation pour que les personnes dans les quartiers modestes puissent mettre leurs enfants méritants dans les bons établissements. Qu'on ait un vrai service de contrôle de l'État avec des fonctionnaires de très haut niveau, eux fonctionnaires, parce qu'ils doivent être indépendants de toute pression pour contrôler le respect des programmes, etc. Mais qu'ensuite tous les enseignants choisissent leur statut, puissent être rémunérés avec de la liberté, avec des chefs d'établissement. Et vous verrez que c'est contre-intuitif ce que je dis, parce que nous on pense tous que c'est par un schéma, avec une école par quartier, garantie par l'État qu'on crée de l'égalité. C'est faux. L'égalitarisme est en train de créer la pire des injustices. Tous les enfants de cadres sup, de profs, de grands patrons sont dans des super établissements. Parce que les CSP+, connaissent tous les plans pour leurs gamins. Les classes moyennes et les classes les plus pauvres ne connaissent pas les plans. Donc il faut un marché de l'éducation avec une libre information, une information pertinente et la capacité des familles de choisir et que les chefs d'établissement puissent recruter leurs profs, que leurs profs puissent choisir leurs établissements et que les familles puissent choisir elles-mêmes les établissements. Et avec la garantie de certains établissements publics de haut niveau pour veiller à ce que personne ne soit sur le bord du chemin. Ça, ce sont des réformes profondes. Regardez sur le Covid, pourquoi ça a foiré? Mais ça foire hors Covid aussi.
parce qu'on vote des lois ou pas d'ailleurs, ou c'est désigné en Conseil de défense, notre débat, hein. Et ensuite on prend des décrets. Or, on laisserait, nous on propose qu'il y ait d'abord, on est allé assez loin sur la réforme institutionnelle, puisqu'il y a des échelons en trop, donc on le dit tout depuis 20 ans, puis on en ajoute à chaque fois. Donc on a fait des propositions qui ont fait un peu parler, mais de transférer le pouvoir réglementaire aux collectivités territoriales. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un système fédéral, ce n'est pas les Landes. Moi, je suis attaché à l'État français, au modèle français, à un État fort, etc. Mais la loi est votée au plan national. Tout ce qui est liberté publique pénale doit rester dans les décrets d'application gouvernementale, nationale. Mais en revanche, tout ce qui est environnemental, mais tout le droit du travail, etc., tout le reste, les décrets d'application, c'est-à-dire la capacité d'appliquer les lois, est décidée par des collectivités locales, territoriales. C'est contrôlable, qui rendent des comptes, et ça sera beaucoup plus pragmatique, ça sera beaucoup plus efficace, ça sera beaucoup plus rapide, ça sera beaucoup mieux adapté à la réalité du terrain. Pardonnez-moi, je n'utilise pas le terme « les territoires » au pluriel, je le dis au passage, qui est la vision technocratique du terroir, de la terre, du terrain. Enfin, bon, ouais. Donc, c'est une mesure qui renverse tout, parce que en donnant un vrai pouvoir normatif aux collectivités territoriales, vous verrez que vous aurez moins de normes, qu'il y aura un processus de délibération locale. Ensuite, il faut supprimer des échelons parce qu'il faut qu'on sache pour qui on vote et quel est le réel pouvoir. Mais vous allez créer une aspiration, vous disiez libérer les énergies, c'est exactement cela qui se produira. Et donc, il n'y aura plus de réal, il n'y aura plus de DTM, ce seront des services intégrés aux collectivités territoriales. Et vous savez, on a parlé des écoles de Marseille, mais quelle profonde injustice. Les écoles en France, les bâtiments sont en bien meilleur état qu'il y a 40 ans. Les lycées et les collèges aussi, que quand c'est l'État qui les gérait. Moi, les permis de construire dans les zones inondables, c'est ceux qui datent jusqu'aux lois de décentralisation. Hein. Ça, je peux vous le démontrer factuellement. Hein. Quand vous êtes maire, vous rendez des comptes à la justice et aux habitants. Hein. C'est un système de responsabilité. La proximité peut créer du clientélisme, il faut le contrer, lutter, le sanctionner, etc. Mais elle crée de la responsabilité. Donc elle crée de l'efficacité. Et voilà, tant d'autres choses à vous dire. Voilà, pardonnez-moi, en fait, je suis parti sur vos propos. Mais c'est important parce que c'est quoi la souveraineté? Alors, on peut parler des choix stratégiques industriels, faire une DARPA à la française, etc. Le souverain, me semble-t-il, c'est celui qui décide en dernier ressort. Donc il ne peut pas y avoir deux souverainetés. C'est un oxymore. Quand j'entends dire je suis pour la souveraineté française et la souveraineté européenne, c'est pas possible. C'est techniquement, je suis attaché à l'Europe, moi, hein, mais l'Europe comme levier de puissance. Vous n'êtes libre, vous n'êtes souverain que si vous décidez que vous êtes puissant. Donc abandonner le concept de puissance, c'est abandonner la liberté. Forcément. C'est pas du Nietzsche au rabais, hein, mais c'est très important. Et je pense qu'on a besoin, pour être puissant, de coopération, de mettre des moyens en commun, de créer des réseaux de chercheurs, des réseaux industriels, de faire des Airbus, de la robotique, etc., et de nanotechnologie, et d'aller vers le transhumanisme avec une exigence philosophique, éthique et industrielle. Bref. Donc, je crois à la coopération internationale, je crois à la coopération européenne. Je pense qu'une commission européenne transnationale a même du sens si elle va au service de projets choisis par les États-nations qui représentent les espaces de souveraineté. Mais le souverain, à la fin, en démocratie, c'est le peuple. Et le peuple, ce n'est pas une abstraction. Ce sont des individus qui se mettent en commun, qui ont un point commun. Et donc les attaques sur notre souveraineté aujourd'hui sont aussi des attaques spirituelles. Le wokisme, la cancel culture, le racialisme, qui nous enferme à résidence identitaire, qui parce qu'on serait une femme, on n'aurait que des problèmes de femmes, mais qu'on peut aussi choisir d'être femme ou homme ou choisir selon la journée, parce qu'on est un homme blanc de plus de 50 ans avec une cravate de droite, on est forcément un salaud. Oui, on est des salauds, mais pas que. Je plaisante. Non, mais vous voyez, je le dis avec dépit, mais c'est-à-dire que là-dessus, on a... Moi, j'appartiens à une génération... dans une ville très cosmopolite où, je vous assure que c'est vrai, on ne jugeait pas les gens sur leur couleur, leur croyance, leur religion et tout. Rien à cirer, pour reprendre le nom d'une émission de télé ou de radio. Mais vraiment. En tout cas, moi, j'étais comme ça chez moi, en Méditerranée. Voilà. On ne jugeait pas là-dessus.
Et si quelqu'un vous emmerde, bah, si il est chauve, le chauve, machin, il y a des insultes, mais c'est autre chose. C'est pas du racisme, c'est même pas de la xénophobie, c'est autre chose. Voilà. Donc, ce que je veux vous dire là-dessus, c'est qu'on a des retours de concepts aujourd'hui qui vont à l'encontre de ce qui fait notre liberté, notre singularité, c'est-à-dire l'universalité à la française, qui précisément n'enferme pas l'individu à résidence, fait que chaque individu doit pouvoir s'en sortir, qu'il faut qu'il y ait une égalité des chances, par tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, qu'il faut qu'il y ait même une égalité des secondes chances, j'y crois profondément, pour la dignité humaine, mais qu'on ne peut pas s'enfermer soit dans une logique victimaire, soit dans une logique de culpabilisatrice, selon le sens. Et donc, un des grands combats intellectuels, politiques, ça va être le combat contre le racialisme, la woke culture, la cancel culture. Ne croyez pas que c'est abstrait. Hein. Dans les grandes entreprises aujourd'hui, je lisais tout à l'heure qu'un des grands orchestres de Londres vient de licencier la moitié de ses personnels, la moitié de ses musiciens, pour qu'il y ait plus, soi-disant, de diversité. Moi, ce que j'aime, c'est l'unité dans la différence, quoi. Chacun a son parcours individuel, et heureusement, on ne se limite pas à un âge, à un sexe, à une croyance, à une couleur de peau. Heureusement que c'est plus complexe que ça, la vie. Heureusement. En revanche, il faut lutter de façon farouche contre le racisme, qui est une abjection, c'est-à-dire qu'on juge quelqu'un a priori sur ce qu'il est, non pas sur ce qu'il fait. De lutter contre les discriminations qui existent. Ça, c'est sanctionné, et on est une société qui fait que si vous traitez quelqu'un avec un propos raciste, c'est une circonstance aggravante. Toutes les sociétés ne sont pas comme ça. Donc c'est plutôt un progrès. Aujourd'hui, nous sommes atteints dans notre singularité, dans notre liberté de peuple, par ces thèses-là, qui se gagnent dans les grandes entreprises, politiquement correctes, à l'université, qui est complètement faisant. Regardez Sciences Po, l'évolution de Sciences Po, et dans les médias. Et puis, il y a un autre, et je terminerai là-dessus, rassurez-vous, un autre problème, un autre travers, c'est évidemment celui de la capacité de se réaliser et de retrouver de l'espérance. C'est-à-dire c'est le déterminisme social. De même qu'il ne faut pas accepter l'enfermement identitaire, qui, sous couvert d'antiracisme, voudrait vous enfermer dans une couleur de peau et dire que vous êtes forcément complice d'un système de soumission du reste de l'humanité. Ça, c'est le racialisme. Mais il y a aussi l'enfermement social et ces plafonds de verre que vous évoquiez tout à l'heure, voire de plafonds en béton armé, hein, qui fait que moi-même, alors que je suis classe moyenne, mais même dans la politique, j'ai encore du mal. J'ai toujours l'impression, c'est bizarre, on peut être président de ce truc, est-ce que c'est vraiment pour moi, etc. Alors j'imagine, bon. Non mais vraiment. Hein. Et donc là-dessus, c'est une question de confiance. Comment on peut arriver, notamment par l'école, hein, mais à faire en sorte que les gamins aient confiance en eux. C'est vraiment le cœur de la problématique. Voilà. Donc là-dessus, ça passe par vraiment un travail sur les mentalités, et je pense que la liberté éducative y pourvoira. J'aurais pu vous parler longuement de la façon dont on peut réduire la dépense publique, maîtriser la fiscalité et la diminuer tout en augmentant le service public, en améliorant. Eh bien, c'est ce que l'on dit tout le temps avec Loïc et d'autres. En France, les tâches purement administratives, de back-office administratif, représentent 33% des agents de la fonction publique, des 5 600 000 agents des 3 fonctions publiques françaises. Donc un tiers. C'est vrai à l'hôpital, c'est vrai dans quasiment toutes les fonctions publiques. En Allemagne, c'est 25%. Moyenne européenne, c'est 23 et quelques. Donc je prends l'Allemagne, qui n'est pas un pays ultra-libéral, comme on dit en France. En France, de toute façon, dès que vous n'êtes pas communiste, vous êtes ultra-libéral. Et donc là-dessus, c'est 7 à 8 points d'écart. Ça représente 450 000 fonctionnaires. La clé, elle est là. Donc cette masse salariale de 450 000, je parle sous ton contrôle, Loïc, de 450 000 fonctionnaires, ben vous pouvez, si vous modernisez, vous faites un plan CAPEX dans vos administrations, c'est-à-dire vous transformez du fonctionnement en investissement. Moi, c'est ce que je fais à Cannes. Si vous modernisez, si vous utilisez le numérique à bon escient, vous gagnez en productivité. Eh bien, c'est 450 000. Il y a une partie de cette masse salariale équivalente. Vous mettez des agents sur le terrain. On n'a jamais eu autant de fonctionnaires, jamais autant de dépenses publiques et jamais aussi peu d'agents de la fonction publique dans nos villages. Un comble incroyable. Et c'est les mêmes qui vous expliquent qu'il faut toujours plus de moyens, plus de moyens. Ou alors les autres qui disent non, il faut enlever des fonctionnaires. Mais ce n'est pas ça le débat. Ce n'est pas du tout ça. C'est la performance publique.
Et la performance publique, elle passe par des techniques que l'on connaît, que d'autres pays, voilà, la Suède a réussi, la Suisse a réussi, le Canada a réussi, le Danemark a réussi, l'Angleterre, enfin là, et c'est scisif. Oui, l'Allemagne, vous montez le rocher, il redescend. Mais là, on a eu une grande révolution en 58 avec De Gaulle. On a eu Pompidou, je suis d'accord avec vous, qui en plus écrivait merveilleusement bien. J'ai relu le Nogordien récemment, qui est magnifique. Mais depuis, on vivote, on ajoute et on fait de la posture politique. Donc ces 450 000, ça vous permet de réduire la dépense publique, parce que vous pouvez ne pas renouveler tous les départs. Enfin, vous pouvez remettre des agents sur le terrain et vous pouvez augmenter les salaires des agents de la fonction publique, dont certains sont mal payés et dont certains sont très bien payés, y compris dans les collectivités, où il y a des salaires très élevés, légitimement, sur des postes des directeurs généraux adjoints, mais où les agents de catégorie C sont mal payés. Donc voilà, et c'est ainsi que, par cette mobilité, par cette injection de liberté comme force créatrice, qu'on peut, à mon avis, recréer une espérance et faire en sorte que le peuple soit souverain. C'est-à-dire si on a des nouvelles instances délibératrices, si par exemple on n'a plus de régions de département, qu'on a des grands départements, comme le proposait Michel Debré, on appellerait des provinces, qui ont un pouvoir normatif, et puis des maires qui peuvent décider dans leur commune. On ne peut plus décider aujourd'hui, je pourrais raconter des milliers d'exemples, ou en tout cas des centaines. Eh bien, on sortira de ce que André Tardieu, qui n'a rien à voir avec Christophe Tardieu, avec qui j'ai écrit un livre sur la culture, que vous pouvez acheter aux éditions de l'Observatoire pour la somme de 18 €, de même que mon précédent livre que j'avais écrit avec Jean-Michel Arnaud, qui s'appelle « Refaire communauté pour en finir avec l'incivisme », il est 2018 et c'est l'édition de l'Harmattan. Voilà, c'est deux livres très corrects. Et donc, pour revenir à ce que disait André Tardieu, qui a beaucoup influencé le général de Gaulle, en fait, Tardieu, bon, qui dans des années 10 aux années 30 a été vraiment un grand leader politique et un écrivain magnifique aussi, et il l'appelait le souverain captif. Le peuple français est un souverain captif. Captif de ses propres servitudes volontaires liées à l'égalitarisme, à ce problème que l'on a entre l'articulation entre égalité et liberté, captif de l'excès de normes, d'impôts et de charges, captif du conformisme de la vie politique, captif du révolutionnarisme des démagogues, captif de l'instantanéité de l'époque qui fait que les émotions se succèdent, captif de la théâtralisation de l'offre politique qui fait qu'il y a une grandiloquence des discours et une atrophie des actes, captif finalement de son propre renoncement à être libre et à prendre le pouvoir. La meilleure façon de prendre le pouvoir, c'est d'investir la politique et de vous présenter aux élections. En tout cas, sachez que moi, je voterai pour vous. Merci.